chères sœurs, chers frères, nous nous serons exposés dans la présente déclaration l'ensemble de notre projet de société. Un autre cadre et des supports plus appropriés nous permettront de le faire en temps utile. Néanmoins, nous allons brièvement présenter quelques points saillants qui font de notre engagement. Le tableau clinique du Congo en cette année 2021, tant sur le plan des relations internationales, donc de sa souveraineté, que sur le plan national ou local, est particulièrement catastrophique. Sur le plan de sa souveraineté, en réalité, le Congo est un pays profondément néocolonial, car pour la majorité, comme pour une bonne partie de l'opposition politique, la source de la légitimité du pouvoir se trouve à Paris, auprès de l'ancienne puissance coloniale. Ainsi, en échange de l'appui de Paris, les responsables politiques assurent à l'ancienne puissance coloniale l'accès à vil prix aux ressources essentielles du Congo, comme au temps des colonies. Maintenu dans une économie de rente et de la monoculture, l'essentiel des ressources du budget du Congo, soit plus de 70%, est tiré du pétrole, lequel pétrole est contrôlé quasi exclusivement par une société multinationale, véritable État dans un État, et par ailleurs ni à barbouze et mercenaires en tout genre. Hier, Elf Aquitaine, aujourd'hui Total, au service exclusif des intérêts géostratégiques de l'ancienne puissance coloniale, elle contribue régulièrement à la déstabilisation du Congo. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Congo a gardé l'ancienne monnaie coloniale, le franc CFA, créé en 1945. Attribut de la souveraineté de tout État, depuis 1960, le Congo n'a jamais organisé un véritable diagnostic contradictoire du franc CFA et encore moins consulté son peuple, le souverain primaire, sur les avantages et les inconvénients de cette monnaie. Or, toutes les études sérieuses sur le franc CFA ont montré que cette monnaie est non seulement la propriété de la France, mais aussi un dispositif efficace de contrôle et du pillage des économies des anciennes colonies. Et cela dure depuis 76 ans. Fort avec les faibles, faible avec les forts, le Congo n'a jamais organisé avec sincérité la transparence des comptes publics en direction de son peuple. Mais depuis la crise de l'endettement au début des années 80, les autorités congolaises, sur injonction du FMI et de la Banque mondiale, s'empressent non seulement de leur présenter sans l'aval du peuple les comptes publics, mais surtout appliquent servilement leurs instructions économiques jugées rationnelles et naturelles, telles des vérités révélées. Ainsi, en 30 ans, le Congo est devenu un véritable camp de redressement néolibéral à ciel ouvert, au prix du sang et des larmes du peuple, démolition de l'État solidaire, dégradation et casse de services publics, eau, santé, éducation, privatisation aveugle des pans entiers des secteurs stratégiques de l'économie, dévaluation de la monnaie en complicité avec l'ancienne puissance coloniale, à l'instar de celle de 1994, instauration des impôts les plus injustes comme la TVA. Sur le plan local, il convient de noter deux évidentes relations dialectiques. Le sous-développement est consubstantiel au néocolonialisme d'une part, et l'existence d'une élite et d'une bourgeoisie comprador fait partie même de la définition du néocolonialisme d'autre part. Par conséquent, le sous-développement n'est pas une fatalité. Il s'agit d'un système savamment organisé et qui ne doit sa pérennité que par la fabrication continue et la complicité d'une partie de l'élite congolaise depuis 1960. C'est ce que le mouvement du 22 février 1972, le M22, avait qualifié d'obumitrie, c'est-à-dire oligarchie bureaucratique militaro-tribale. Localement, le système néocolonial fonctionne grâce à un abrutissement collectif du peuple afin de le détourner des causes réelles de sa paupérisation. La construction en 2006 à plus de 10 milliards de francs CFA, alors que les hôpitaux sont sinistrés, les élèves s'entassent à plus de 100 dans les salles de classe, d'un mausolée à la gloire de Deux Brazza, devenu par miracle un humaniste, alors qu'il a été à l'origine des assassinats coloniaux de masse, dont celui du résistant anticolonial Mabiala Manganga, relève non seulement de la falsification historique, mais surtout empêche d'offrir au peuple des exemples inspirants de résistance. Parmi les instruments de diversion du néocolonialisme, il y a aussi le tribalisme. Sous le président Fulbert Youlou, d'aucuns avaient dénoncé le Beto na Beto, ou le poids de la tribu, et pas si loin que cela, sous le président Pascal Lissouba, d'autres dénonçaient Maba Matatou, trois palmiers associés
à la domination politique des 3 régions. Au Congo, aujourd'hui, la figure du Mboshi, symbolisant le nordiste, dans la géopolitique locale, à tort et à travers, cristallise la haine et le sous-développement. L'ostentation dont fait montre la minorité des Mboshi qui se gavent, tels des oies, des détournements publics impunis, fait oublier l'existence des autres minorités, de tous les groupes ethniques qui participent à ce régime de prédation, d'une part, et l'existence de la majorité des Mboshi ou des nordistes qui sont des laissés pour compte, comme la majorité de la population, d'autre part. Le système néocolonial se perpétue aussi grâce à la généralisation et à la banalisation de la corruption à toutes les échelles de la société. Au Congo, tout a un prix dans l'administration publique, du certificat d'école primaire au doctorat, y compris des examens médicaux. L'indignation légitime sur la corruption d'un ministre n'empêche pas certains Congolais de corrompre à leur tour le directeur d'école afin d'assurer le passage en classe supérieure de leur enfant, perpétuant au passage le cycle de la médiocrité. Tous coupables, inavoués ou inconscients, chacun tente de justifier sa culpabilité par la fatalité. Ainsi, les lieux de culte sont devenus des lieux d'expiation où se rencontrent allègrement corrupteurs et corrompus. Enfin, comme au temps de la colonisation, le système néocolonial use de temps en temps de violence pour mettre au pas les plus récalcitrants. De la violence individuelle à la violence de masse jusqu'au massacre de population, il ne se prive de rien. Tout récemment, le Poul a été le théâtre des massacres à répétition. Mais le Congo est coutumier de violences de masse depuis la déportation des Matuanistes en 1959, aux violences de la période révolutionnaire, la répression des M22 et la traque de Pierre Anga et Congono, par exemple. Bombardement à l'arme lourde des quartiers populaires à Brazzaville et à l'intérieur du pays en 93, 94, en 97 et en 98. L'explosion du 4 mars 2012 relève aussi de la violence de masse, sans jamais qu'aucun coupable ne soit désigné. Et cette violence s'exerce principalement à travers la force publique, qui est évidemment sous les ordres, comme à l'époque coloniale où la présence des miliciens suscitait la terreur. Or, dans une démocratie, les forces de l'ordre inspirent confiance et sécurité. Le président Sankara, soldat lui-même, avait coutume de dire qu'un militaire sans formation patriotique est un criminel en puissance.